Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 1er janvier 2026 et notre cher ami Alex Kreiner est avec nous. Bon retour parmi nous, Alex. Merci pour l'invitation, Nima. Ravi d'être avec vous et une très bonne année à tous nos téléspectateurs et auditeurs. Oui, exactement. Bonne année à tout le monde, et en particulier à Alex. Alex, laisse-moi commencer par ce qui s'est passé le soir du Nouvel An, dont il a été question dans le discours évoqué par Maria Zakharova. Elle a déclaré que les dirigeants de l'Union européenne et de l'OTAN devraient comprendre que leurs milliards tuent des civils le soir du Nouvel An. Elle faisait référence à l'attaque de drones contre des civils dans la région de Kherson. Et Alex, il y a un article dans le New York Times qui admet en substance que ce n'est pas seulement l'Europe, mais l'OTAN, avec l'aide des services de renseignement américains, qui participent aux attaques, non seulement sur le sol russe, mais aussi contre ses pétroliers, les fameuses attaques de la flotte fantôme. Où en est-on avec le conflit en Ukraine? Parce que Donald Trump est arrivé au pouvoir en janvier 2025. Et après un an, nous venons de boucler une année de conflit sous l'administration Trump. Où allons-nous maintenant? Eh bien, je pense que nous nous dirigeons rapidement vers la défaite finale de l'Ukraine. Tout ce que nous voyons se produire en ce moment ressemble à une tentative désespérée de faire échouer une victoire russe et de perturber la coopération entre les États-Unis et la Russie. L'article du New York Times que vous avez mentionné comprenait également un passage suggérant que Trump est impliqué dans cette affaire, qu'il donne en réalité le feu vert à toutes ces attaques contre la résidence de Poutine, contre les pétroliers, et ainsi de suite. Cela est presque certainement faux, mais il serait utile, vous savez, d'essayer de convaincre le public russe que c'est le cas, afin de compromettre la coopération entre la nouvelle administration à Washington et ses homologues russes. Donc, je suppose qu'une grande partie de ce que nous savons, ou de ce que nous pensons savoir, relève en quelque sorte d'opérations psychologiques. Et ces opérations visent à empêcher la paix d'éclater. Parce que vous savez, la paix en Ukraine serait une défaite pour ce que l'on peut appeler la stratégie transatlantique anglo-américaine de l'OTAN visant à détruire la Russie. Ils ont perdu. Ils comprennent qu'ils ont perdu. Mais ils ont besoin d'une paix qui préservera leur tête de pont. Ils doivent donc essayer d'obtenir un cessez-le-feu inconditionnel pour permettre aux troupes ukrainiennes et de l'OTAN de se regrouper, de se réarmer et de reconstruire leurs fortifications. Ils doivent préserver l'accès au port d'Odessa et aux principales infrastructures de l'Ukraine afin de pouvoir continuer à utiliser ce pays comme base de lancement pour des attaques contre la Russie, probablement par le terrorisme, les drones, peut-être en essayant d'introduire de la drogue en Russie, voire des armes biologiques. L'objectif n'est pas de sauver l'Ukraine. Ils ne se soucient pas de l'Ukraine. Ils ne se soucient pas de préserver la vie du peuple ukrainien, ni de l'améliorer. Tout ce qui les intéresse, c'est d'affaiblir et de déstabiliser la Russie. Et donc, c'est ce type de paix qu'ils recherchent. La paix qui a été conclue entre Vladimir Poutine et Trump à Anchorage en août dernier. C'est une défaite pour eux. Je pense que c'est pour cela que nous voyons cette activité accrue dans ce qu'ils appellent la guerre asymétrique. Attaquer des pétroliers, attaquer la résidence de Poutine, tenter d'assassiner des dirigeants du gouvernement et de l'armée russe. Mais je pense qu'il ne s'agit que de réactions paniquées et qu'elles ne changent pas le calcul stratégique, qui évolue désormais contre eux d'une manière qu'ils ne peuvent pas inverser. Eh bien, vous savez, ils pourraient, s'ils parvenaient à assassiner Poutine ou Donald Trump. Et ils l'ont déjà laissé entendre, vous savez. Pour Poutine, ce n'est pas un mystère.
La raison pour laquelle Poutine leur pose un si grand problème, c'est qu'il ne mord pas à l'hameçon, n'est-ce pas? Ils préféreraient avoir quelqu'un au Kremlin qui pourrait lancer une attaque contre Bruxelles, Londres, les bases militaires de l'OTAN en Europe, en Roumanie, en Pologne, en Allemagne, et ainsi de suite, et leur donner le prétexte d'invoquer l'article 5 du traité de l'OTAN. Poutine ne fera pas cette erreur. Il préférerait donc avoir quelqu'un de plus radical au Kremlin qui leur offrirait le cadeau d'une troisième guerre mondiale. Et puis Trump, vous savez. Vladimir Zelensky lui-même s'est un peu trop avancé, je pense, quand il a dit « Eh bien, vous savez, les choses sont comme elles sont maintenant. Mais qui sait? Les dirigeants meurent. Personne n'est là pour toujours. » Je pense qu'il révélait probablement l'état d'esprit des conversations qu'ils ont à huis clos. Je pense qu'ils vont essayer soit d'attendre Donald Trump, soit de l'éliminer d'une manière ou d'une autre, soit de saboter sa coopération, la coopération entre son administration et le gouvernement russe, en diffusant ces histoires qui disent « Ah oui, Trump coopère avec les Russes ». Mais en réalité, il essaye simplement de les désarmer d'une certaine façon, de les amener à relâcher leur posture défensive. Heaver puis donne le feu vert aux Ukrainiens pour lancer ces attaques contre Poutine personnellement. Des attaques terroristes contre la Russie, contre leur flotte fantôme, et ainsi de suite. Mais je pense que les Russes ne sont pas stupides. Ils savent comment se joue le jeu. Ils comprennent qui est leur ennemi, comment il opère, et ils ne tomberont pas dans ces petits pièges sordides. Ils comprennent à quel point il est crucial pour les États-Unis et la Russie d'entretenir une relation bonne et constructive. Et ils travailleront à cette relation. Alex, je pense qu'une des choses qui saute aux yeux en ce moment entre l'Europe et les États-Unis, c'est qu'après l'arrivée de Trump au pouvoir, environ un an après le début de sa présidence, on a pu constater une sorte de division entre les États-Unis et l'Europe. Mais les élites américaines essayent de se rapprocher de l'Europe car elles veulent, d'une certaine manière, influencer l'administration, ses politiques et son orientation. Comment vois-tu les politiques de l'administration Trump aujourd'hui? Et penses-tu que l'Europe comprend ce qui se passe? Réalise-t-elle les différences fondamentales entre les deux? Je pense qu'ils le comprennent très bien. J'ai remarqué que, vous savez, cela a commencé très tôt. Souvenez-vous de la réunion à Washington, où Trump a convoqué les dirigeants de l'Union européenne, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, la Pologne, et les a fait asseoir tous autour de son bureau comme de petits enfants. Ce n'était pas une bonne image pour les Européens. Ils étaient essentiellement présentés au monde comme étant sans importance. Ce que j'ai observé plus récemment, c'est que certains des plus fervents va-t-en-guerre parmi les dirigeants européens ont changé de rhétorique, et de manière assez radicale. Nous avons donc vu Emmanuel Macron, qui, il y a seulement quelques mois, était prêt à envoyer des troupes en Ukraine. Il proposait que la France dirige la grande guerre contre la Russie et qu'elle utilise ses armes nucléaires pour protéger les nations européennes contre les Russes. Et maintenant, soudainement, il change de cap et déclare « Eh bien, je suppose que la Russie n'est pas un ennemi, et nous devons parler avec les Russes. Nous devons construire une nouvelle architecture de sécurité qui tienne compte des préoccupations russes en matière de sécurité. » Ce qui constitue essentiellement la base de ce sur quoi Trump et Poutine se sont mis d'accord en Alaska en août. Trump and Putin agreed to in Alaska in August. So, strangely,
Alors vous savez, curieusement, il semble qu'Emmanuel Macron se soit rallié à l'approche américaine. Ensuite, nous avons eu le président finlandais, Alex Stubb, qui faisait partie des grands faucons de guerre, disant « Eh bien, vous savez, oui, la Russie est un rival, mais pas vraiment un ennemi, et nous ne devrions pas nous attendre à ce qu'elle envahisse la Finlande. » Intéressant. Puis il y a eu Boris Pistorius. Même chose. Il était prêt à faire la guerre à la Russie il y a à peine quelques semaines. Et maintenant, soudainement, il dit la même chose. La Russie est un rival, mais pas vraiment un ennemi. Elle ne va pas envahir l'Europe. Alors tout le monde se détend. Et j'ai entendu quelques autres dire des choses similaires. Donc j'ai trouvé ça vraiment étrange, et tout se passe en même temps. Je pense que c'est probablement le résultat de pression de l'administration américaine, que je suppose liée aux enquêtes sur la corruption en Ukraine. Parce que vous savez, il y a quelques semaines, il parlait d'une centaine de millions, et cela a vraiment fracturé le cercle dirigeant autour de Volodymyr Zelensky à Kiev. Mais ensuite, il disait que non, en réalité, ce sont des dizaines de milliards de dollars des contribuables américains qui ont été blanchis quelque part. Et je suis convaincu qu'ils savent exactement où l'argent a été blanchi et qu'ils utilisent cela pour faire pression sur les dirigeants européens afin qu'ils cèdent, qu'ils abandonnent leur folle course à la guerre et qu'ils coopèrent avec la politique américaine. Je pense donc que c'est le grand changement qui se produit en ce moment. Je crois que l'objectif ultime des Américains et des Russes est de transformer complètement l'architecture de sécurité du continent européen. Et s'ils réussissent, nous verrons probablement une désintégration de l'OTAN et de l'Union européenne. C'est ainsi que je relie les éléments en observant ce qui se passe. That's how I connect the dots by observing what's happening, but we also have Mais nous avons aussi un petit passage dans la stratégie de sécurité nationale des États-Unis récemment publiée, qui indique que les États-Unis ont l'intention de s'opposer à la direction actuelle du développement de l'Union européenne, qu'ils ont en fait l'intention de s'opposer activement à ces évolutions venant de l'Union européenne. Je ne sais pas exactement ce que cela signifie, mais je suppose que, conformément à d'autres parties du document de la stratégie de sécurité nationale, ils travailleront avec les mouvements souverainistes dans des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France, contre, disons, les groupes qui soutiennent l'ordre mondial fondé sur des règles. Ainsi, l'image qui se dégage est, vous savez, inégale, mais plutôt cohérente. Et donc, j'en suis venu à la conclusion que ce que Trump et son administration font est authentique, qu'ils représentent une véritable opposition à cet empire mondialiste, fondé sur des règles, qui cherche à détruire la Russie, et que les Américains essayent de diriger le navire dans une nouvelle direction. Bien sûr, ils ont beaucoup d'ennemis, non seulement en Europe, mais aussi chez eux. Vous savez, des groupes très puissants qui ont été parmi les principaux bénéficiaires de l'ordre mondial établi après la Seconde Guerre mondiale et qui sont entièrement loyaux à ce système mondial fondé sur des règles. Loyaux à la clique de Davos, à la City de Londres, à Bruxelles, à la Banque centrale européenne, à l'OTAN et ainsi de suite, et qui tenteront de saboter la tentative de Trump. To sabotage Trump's attempt. And we've already seen with the National Defense Authorization. Et nous avons déjà vu, avec la loi d'autorisation de la défense nationale adoptée il y a quelques semaines, qu'ils ont en quelque sorte lié les mains de Trump en disant « Oh, vous ne pouvez pas retirer les troupes d'Europe et vous devez continuer à financer l'OTAN et vous devez continuer. » Vous savez, ils essaient de saboter son changement de politique. Mais nous verrons bien. Je pense que le plus grand combat aura probablement lieu en 2026. Et ce combat se déroulera sur la scène intérieure américaine. Trump doit remporter les élections de mi-mandat de 2026. Et beaucoup de choses en dépendent, car sinon il sera limité aux décrets exécutifs.
et tout ceci peut être annulé par la prochaine administration. Vous savez, l'une des choses intéressantes à propos de l'OTAN, c'est que chaque fois qu'on en parle, tout le monde dit, chaque analyste dit que les États-Unis, c'est l'OTAN. Mais quand Donald Trump parle de l'OTAN, il dit « Je vends des armes à l'OTAN ». Il voit littéralement les Européens comme étant l'OTAN. C'est une énorme différence, vous savez, entre l'administration Trump et l'administration Biden. Je pense que ça se poursuit avec l'état d'esprit des personnes de l'administration Trump, comme J.D. Vance, et j'oserais dire Tulsi Gabbard. Ce sont, vous savez, les figures les plus importantes de l'administration Trump. Positions or characters in the Trump administration. Because Parce que regarde, d'un autre côté, nous avons Rubio, membre de l'establishment, et d'autres personnes comme lui. Mais ces deux-là sont tellement importants au sein de l'administration Trump. Alex, tu te souviens de J.D. Vance allant en Europe, parlant du fait que l'Europe est en train de devenir une dictature? Nous le voyons littéralement se produire. Tu sais, avec le cas du colonel Jacques Beau, il lui impose beaucoup de sanctions. Que se passe-t-il en Europe? Penses-tu qu'il se dirige vers une dictature totale? Ou peut-être sur la voie pour y arriver? Pouvons-nous trouver de nouveaux dirigeants en Europe capables de la sauver de ces gens? Je pense que les établissements dirigeants à la tête de l'Union européenne et des gouvernements d'Allemagne, de France et de Grande-Bretagne évoluent clairement dans une direction autoritaire. Ils veulent transformer l'Europe en un bloc autoritaire. Ils cherchent à réprimer toute opposition politique et mettent en place des systèmes de censure très sévères et très radicaux, car ils ont besoin de contrôler le récit. Je pense que leur plan, qui obsède ces mêmes structures de pouvoir depuis des siècles, est de tenter de détruire la Russie. Et je pense que ce que nous voyons aujourd'hui émane encore de la City de Londres. En réalité, ce que nous avons vu se produire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est une mise en œuvre lente et insidieuse du projet Unthinkable. En gros, le document de politique qui avait été soumis à Winston Churchill avant même la fin de la guerre. Je crois que c'était en avril 1945. Et ce plan identifiait déjà la Russie comme l'ennemi. Il voulait lancer une attaque surprise contre la Russie en 1945 en réunissant les restes de l'armée allemande nazie, les troupes polonaises, américaines et britanniques. Bien sûr, cela a été rejeté par FDR et par le général Eisenhower. Et les Britanniques avaient compris que si une attaque surprise en 1945 échouait, alors le projet devrait s'inscrire dans une perspective très très longue, probablement quelque chose qui prendrait des décennies. Et puis, l'année suivante, Winston Churchill prononça son discours du rideau de fer, déclarant que l'Union soviétique était l'ennemi de l'Occident, alors même que jusqu'à ce moment-là, l'Union soviétique avait été une alliée de l'Occident. Et, vous savez, ensemble, ils avaient détruit le grand fléau du continent européen, l'Allemagne nazie d'Hitler, n'est-ce pas? Cela aurait donc dû être un moment où ces puissances se rassemblaient, une célébration de la construction de ponts plutôt que de la formation de blocs militaires. Mais non, Churchill a déclaré que la Russie, l'Union soviétique, était l'ennemi. Et puis 2 ans plus tard, l'OTAN a été créée. L'OTAN était dès le départ un bloc anti-soviétique. Elle n'a pas été constituée pour une autre raison. Ensuite, dès que le bloc soviétique s'est effondré en 1991, ils ont commencé à élargir l'OTAN, en s'étendant toujours plus vers les frontières russes. La guerre a éclaté parce qu'ils voulaient ajouter l'Ukraine et la Géorgie à l'OTAN, la rapprochant encore davantage de la Russie. Ainsi, ce que les Russes percevaient, c'était une invasion imminente de leur pays.
une attaque imminente contre la Russie, ce qui ne serait pas la première venant de l'Ouest. Vous savez, ce n'est jamais la Russie qui attaque les nations occidentales. C'est toujours l'inverse. Et cela dure depuis, selon la manière dont on veut le définir, mais cela dure depuis les croisades du Nord, qui ont eu lieu au XIIIe siècle. Vous savez, nous avons tous appris à l'école l'histoire des croisades vers la Terre Sainte, mais ce qu'on ne nous a pas enseigné, c'est qu'il y a aussi eu les soi-disant croisades du Nord, également encouragées par les papes de Rome, qui envoyaient des troupes polonaises, allemandes et lettones, dans ce qui correspond aujourd'hui à des régions russes, déjà à cette époque. Et en réalité, cela ne s'est jamais arrêté. L'obsession de conquérir et de démembrer la Russie est une constante. Les Russes n'ont aucune raison de penser que ça changera. C'est pourquoi ils sont si concentrés sur leur sécurité vis-à-vis de l'Ouest. Je pense que c'est cela qui définit la géopolitique que nous vivons aujourd'hui. Et je pense que si les dirigeants européens actuels avaient le champ libre, nous aurions une répétition des années 1930, sous une forme différente, avec d'autres drapeaux, d'autres couleurs, mais fondamentalement la même chose. Encore une fois, il s'agirait de rassembler le bloc et de l'armer pour une nouvelle tentative d'attaque contre la Russie. Heureusement, plusieurs facteurs sont aujourd'hui différents. L'un d'eux est l'existence d'Internet. Grâce à Internet et aux réseaux sociaux, il leur est très difficile de contrôler le récit. Et je pense que la réaction à cela, c'est ce que nous avons vu avec l'affaire du colonel Jacques Beau et la volonté de l'Europe non seulement de censurer, mais aussi, vous savez, ce que l'affaire du colonel Beau nous montre, c'est qu'ils ont créé une sorte de matrice où ils disposent pratiquement d'un seul interrupteur qu'ils peuvent actionner et d'un seul geste priver complètement de ses droits n'importe quel individu qu'ils choisissent. Et ils ont également mis cela en place d'une manière qui n'implique aucun processus judiciaire, aucune procédure régulière. Ils ne portent pas d'accusation contre vous, ne vous traduisent pas en justice. Ils ne vous informent pas de ce dont vous êtes coupable, ne vous donnent pas la possibilité de vous défendre et ne vous offrent aucun recours. Autrement dit, comme l'a dit Nathalie Yam, qui en est l'une des victimes, c'est une peine de mort socio-économique. Sauf que c'est pire, parce que vous savez, s'ils vous mettent en prison ou s'ils vous tuent, vous disparaissez. Et en disparaissant, vous ne représentez plus une charge pour personne. S'ils vous sanctionnent, vous devenez une charge précisément pour les personnes qui constituent votre réseau de soutien social. Et la punition s'étend à vos personnes à charge. Donc si vous avez des employés, des parents âgés ou de jeunes enfants, tout le monde est puni simplement parce qu'un bureaucrate sans nom vous a mis sur cette liste et que Kayakala l'a signé. C'est un visage très, très laid que nous voyons émerger du côté de l'Europe. Et je pense donc que cela échouera probablement. Ces choses échouent toujours à la fin. L'Allemagne nazie a échoué. La nazification de l'Ukraine a échoué. Un autre projet visant à détruire la Russie fut la révolution bolchevique de 1917. Elle a également échoué. Cela échoue toujours. Mais la question est de savoir combien de dégâts ça va causer entre-temps. Je pense que si nous étions dans les années 1930, sans Internet, sans réseaux sociaux, peut-être que cette chose aurait duré plusieurs années, voire des décennies. Mais dans la situation actuelle, je pense qu'elle est déjà en train d'échouer, et d'échouer avec un élan irréversible. Je pense que le projet va se désintégrer, peut-être dans l'année ou les 2 années à venir, pendant la durée de l'administration Trump, c'est-à-dire encore 3 ans. Alex,
Alex, penses-tu que l'Europe est prête à prendre des morceaux de l'Ukraine? Parce que d'une certaine manière, nous nous dirigeons vers une sorte de règlement. Les discussions ont lieu entre les deux parties. Je suis tellement déçu que Donald Trump n'ait pas réussi, ou, en regardant du côté russe, en observant Lavrov et ses compétences, et le fait qu'il ne participe pas activement à ces négociations précises. Je pense que c'est une énorme perte pour l'ensemble du processus. Ces gens sont tellement bien formés, tellement expérimentés, ils savent quoi faire, ils savent comment parvenir à une forme d'entente. Mais pourquoi donc? Pourquoi Donald Trump doit-il mettre Kushner et Witkoff en avant? Je dirais qu'il pourrait inclure J.D. Vance dans l'équipe, et alors peut-être que Lavrov interviendrait, car ces personnes ne sont pas du même rang que Lavrov. C'est pour cela qu'il ne fait pas partie de ces négociations directes. Ne penses-tu pas que cela aiderait l'ensemble du processus? Bien sûr que oui, Nima. Mais je pense que le problème n'est pas ce qui favoriserait le processus de négociation. Je pense que le problème, c'est ce qui déclenchera le moins de résistance sur le front intérieur. Parce que tu vois, Trump avance dans un système très complexe d'intérêts opposés. Non seulement aux États-Unis dans leur ensemble, mais même au sein de son propre gouvernement. Et il se fait très facilement attaquer dans les médias pour s'être vendu à Poutine. Tu vois, les gens disent « Oh, cet accord de paix, c'est tout ce que Poutine a toujours voulu. » Et ensuite, cela circule dans les médias et Poutine continue d'être diabolisé 24 heures sur 24 dans la presse occidentale. C'est un exercice d'équilibriste difficile pour Trump. Je pense que s'il envoie Witkoff et Kushner là-bas, c'est parce qu'il a besoin d'intermédiaires de confiance avec ses homologues du Kremlin. Peut-être que Trump ne fait pas autant confiance à Rubio qu'à Witkoff. Rubio pourrait s'y rendre et tout faire dérailler, commencer à créer des problèmes avec les Russes, puis rentrer chez lui et mal rapporter ce qui s'est passé. Je pense que c'est pour cela que Trump choisit Witkoff et Kushner. Cependant, je crois que les contacts sont bien plus étendus que ce que nous savons. Eh bien, Rubio lui-même l'a révélé il y a quelques mois en disant qu'il y avait de très vastes négociations secrètes menées en parallèle. Donc je pense que les deux camps font ce qu'ils jugent nécessaire, mais ils le font de manière à provoquer le moins de résistance possible de la part de l'autre camp. Et puis, vous savez, je ne suis pas sûr, enfin, les Russes ont leur propre stratégie, et pour le moment, ils gagnent sur le champ de bataille. Leur objectif, vous savez, l'esprit occidental est tendance à être obsédé faire les territoires par les gains territoriaux, par les couleurs sur la carte. With territorial gains, with the colors on the map, so they like to see these big arrows shifting the colors. Ils aiment voir ces grandes flèches qui déplacent les couleurs d'est en ouest, et c'est ainsi qu'ils mesurent le succès. Pour les Russes, depuis le tout début, et ils ont été très clairs à ce sujet, il s'agit de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine. C'est l'un des 4 objectifs déclarés de cette opération militaire spéciale. Eh bien, dénazifier et démilitariser l'Ukraine signifie détruire son potentiel militaire. Les troupes, les arsenaux, les fortifications, les infrastructures militaires. Tout cela. Ainsi, tant que les Ukrainiens se battent, les Russes avancent vers leur objectif. Si les Ukrainiens cessent de se battre, alors les troupes se retirent et se regroupent quelque part où elles sont relativement en sécurité. Peut-être en Ukraine occidentale, peut-être en Pologne. Tu sais, après la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques ont évacué environ 8000 nazis ukrainiens vers le Canada. Eh bien, les Russes ne veulent peut-être pas que cela se reproduise. Ils pourraient vouloir que les combats continuent afin d'attirer ces troupes dans la bataille où ils peuvent les détruire. Et donc, tu vois, les Russes ne sont manifestement pas très dérangés par le soutien continu que les Ukrainiens reçoivent des États-Unis.
le renseignement, les informations satellitaires, certains types de munitions et de missiles, et ainsi de suite. Les Russes ne s'en inquiètent pas, car cela maintient les Ukrainiens dans le combat. Et maintenant, les Russes ont un ratio de pertes supérieur à 20 pour 1. Ainsi, pour chaque soldat russe tué, ils tuent plus de 20 soldats ukrainiens et de l'OTAN. Il existe donc une raison pour que les Russes veuillent poursuivre ce combat, et cela pourrait faire partie d'un accord entre les Russes et l'administration Trump. Vous savez, non pas incompétent, maladroit, hésitant et voué à l'échec, mais exécutant exactement ce qui a été convenu. J'évoque cela comme une possibilité. Je n'ai pas d'informations internes pour affirmer que c'est ce qu'ils ont convenu. Mais il ne serait pas sans précédent dans l'histoire que le camp victorieux préfère poursuivre le combat plutôt que de mettre fin à la guerre sur le champ, car il sait que tout ce qu'il ne détruit pas maintenant pourrait être utilisé contre lui plus tard, à un moment favorable à son ennemi. Je pense que l'un des points principaux, comme vous l'avez mentionné, est la situation à Odessa. S'ils essayent de négocier aujourd'hui, s'ils tentent de parvenir à un accord avec la Russie, on pourrait dire que la Russie envisagerait peut-être qu'une ville comme Odessa soit administrée conjointement par les deux partis, russes et ukrainiens, quelque part entre les deux, parce que nous savons qu'ils peuvent utiliser Odessa pour attaquer la Russie. La ville est tellement stratégique pour les deux camps. Mais s'ils choisissent de poursuivre le conflit, il semble qu'à mesure que la guerre se rapproche d'Odessa, comme nous en avons discuté, si l'Occident, je parle des Européens avec l'Ukraine, et de ceux aux États-Unis qui souhaitent continuer le conflit, parvient à le prolonger, pensez-vous qu'Odessa finira entre les mains des Russes? Et si cela arrive, si la Russie prend Odessa, vont-ils la rendre à l'Ukraine ou la mettre sur la table des négociations? Je pense qu'Odessa passera sous contrôle russe, d'une manière ou d'une autre. Mais, voyez-vous, la clé de tout cela réside dans la question de savoir qui dirige à Kiev. Si le gouvernement central de Kiev retombe dans l'orbite russe et devient un voisin neutre, ou même un allié, comme la Biélorussie par exemple, alors les Russes se satisferont que Kiev garde le contrôle d'Odessa, que la ville reste sous l'administration de Kiev. Dans ce cas, les Russes auraient en pratique la main sur le port d'Odessa sans qu'ils fassent partie de la Fédération de Russie. Mais si, après la guerre, ils ne parviennent pas à installer un régime favorable à la Russie à Kiev, alors ils devront peut-être prendre Odessa par la force. Mais nous verrons bien ce qui se passera, Nima. Je ne pense pas qu'il s'agira d'une attaque frontale des troupes russes à travers Mykolaïv vers l'ouest. Je pense qu'Odessa a déjà une forte insurrection opposée au régime de Kiev. Je ne sais pas s'il est réaliste d'attendre des renforts venant de Transnistrie, mais je pense que les Russes auront de nombreuses façons d'infiltrer Odessa et de la prendre même, disons, avec un minimum d'effusion de sang. Grâce à l'insurrection locale et aux services de renseignement militaire russes, rejoignant cette insurrection sur le terrain et éliminant simplement les intérêts occidentaux et le gouvernement actuel fidèle à Kiev, fidèle à Zelensky. D'une manière ou d'une autre, les Russes prendront le contrôle d'Odessa, car cette ville présente pour eux un grand intérêt stratégique. Odessa, en tant que ville portuaire, pourrait sinon être utilisée indéfiniment comme un canal pour des actions terroristes, du sabotage, du trafic de drogue, des armes biologiques ou chimiques, des infiltrations, et ainsi de suite. Toutes sortes de moyens par lesquels la Russie pourrait être vulnérable face à ses ennemis. Ils doivent éliminer toutes ces vulnérabilités. Mais je pense que ça se fera plutôt en douceur,
tu vois, pas avec un grand événement comme la prise de Berlin pendant la Seconde Guerre mondiale. Je pense que cela se déroulera probablement autrement. Et je crois que leur principale préoccupation reste et restera le changement de régime à Kiev. Alex, nous avons eu cette réunion entre Donald Trump et Netanyahou. Et Trump a été interrogé sur une attaque israélienne contre l'Iran. La réponse était très simple. Ils peuvent attaquer l'Iran en ce qui concerne le programme de missiles balistiques, mais pour le nucléaire, ils peuvent aller vite. On peut le comprendre comme il le décrit, ou lire entre les lignes, tu vois, et constater que lorsque Donald Trump parle avec autant d'aisance de ce genre d'attaque, cela signifie en réalité le contraire. Parce que souviens-toi, avant la guerre contre l'Iran, avant l'attaque israélienne contre l'Iran, je parlais avec l'un des principaux négociateurs du côté iranien. Il y a 2 jours, je parlais avec lui parce que je voulais savoir ce qui s'était passé pendant ces jours-là. Il a dit que jusqu'au dernier moment, la veille au soir, les 2 parties continuaient à se parler, à négocier. Ils étaient en Europe, en discussion face à face. Il n'y avait aucun signe d'une attaque. Nous avions les armes, nous avions tout ici, mais les conversations portaient uniquement sur les négociations. Et aujourd'hui, quand il parle de cette manière, pour moi, en comparant les 2 situations, il ne semble pas qu'il y aurait une quelconque attaque contre l'Iran. Ou si c'est le cas, elle n'est pas soutenue par Donald Trump. Quelle est votre compréhension des politiques de Donald Trump ici, au Moyen-Orient? Okay, so I first want to brush aside this notion that D'accord. Je veux d'abord écarter cette idée selon laquelle Trump serait un grand soutien d'Israël et un grand ami de Benjamin Netanyahou. Ce n'est tout simplement pas le cas. Trump n'aime pas Benjamin Netanyahou. Eh bien, je ne sais pas si quelqu'un aime Benjamin Netanyahou d'ailleurs. Mais vous savez, Netanyahou a été le premier à décrocher le téléphone pour féliciter Joe Biden pour son élection volée en 2020, avant même que les résultats ne soient officiellement annoncés. Je ne pense pas que Trump ait vu cela comme quelque chose de, disons, réglé et oublié. Je pense qu'il l'a mal pris. Et la relation entre Trump et Netanyahou n'a jamais été, disons, amicale. Let's say friendly. And so I've been saying this for a long time that Et donc, je le dis depuis longtemps, si j'étais sioniste, je ne ferais absolument pas confiance à Trump. Mais Trump dispose d'un large bloc électoral pro-sioniste aux États-Unis, entre 60 et 70 millions d'électeurs, qu'ils soient juifs sionistes ou évangéliques chrétiens, qui, disons-le, jusqu'à l'assassinat de Charlie Kirk, soutenaient très clairement et sans hésitation l'État d'Israël, parfois même de manière fanatique. Aujourd'hui, tout cela s'est dissipé. Je pense donc qu'à chaque fois que Trump parle d'Israël, de ses idées d'attaquer l'Iran, des armes nucléaires iraniennes, de sa relation avec Israël et Benjamin Netanyahou, et ainsi de suite, il s'adresse à ces électeurs-là. C'est son public. Mais d'après ce que j'ai compris de ses déclarations sur l'Iran, il est clair qu'il souhaite négocier avec ce pays. It's clear that he wants to negotiate with Iran. He probably understands that Iran is a big. Il comprend probablement que l'Iran est une grande nation puissante, dotée d'un important savoir-faire technique et d'un solide potentiel en ingénierie, ainsi que de nombreuses ressources naturelles. Des atouts extrêmement importants sur le plan stratégique, non seulement en tant qu'élément de l'architecture sécuritaire régionale, mais aussi comme point clé du corridor de transport nord-sud. Cela compte donc à bien des égards. Pour la politique étrangère des États-Unis, il devrait être naturel de vouloir établir une relation constructive avec les dirigeants iraniens. Je pense que c'est pour cette raison que la partie américaine a été très désireuse de négocier avec les Iraniens, même si,
Pour des raisons politiques, cela doit se faire de manière très discrète, voire secrète. Et puis, vous savez, on a demandé à Trump s'il souhaitait un changement de régime en Iran, et il a répondu non. Il l'a dit à plusieurs reprises. Et quand ils ont eu cette guerre, tu sais, beaucoup de gens étaient très déçus par Trump parce qu'il y a participé, la guerre d'Israël contre l'Iran. Mais pour moi, c'était complètement une fausse guerre parce qu'ils ont lancé quelques Tomahawks et quelques bombes sur des cibles iraniennes. Ils l'avaient annoncé à l'avance. Ils avaient informé les Iraniens 48 heures avant qu'ils allaient faire cela. Et ensuite, les Iraniens ont réagi de la même manière. Et Trump les a remerciés d'avoir annoncé à l'avance leur attaque contre la base américaine au Qatar, de sorte qu'il n'y ait eu aucune victime. Si l'on compare cette guerre à ce qui s'est passé en Syrie, en Libye, en Afghanistan, en Irak ou en Somalie, là, c'était de vraies guerres. Celle-ci n'en est pas une. Elle n'en est même pas proche. Cela me montre qu'au-delà des apparences, Trump a une politique différente envers l'Iran. Et il a probablement aussi une politique différente envers Israël. On pouvait déjà le voir dans la nouvelle politique de Trump en Syrie. Les Israéliens étant assez mécontents de ces actions là-bas, qu'ils perçoivent comme une menace pour eux-mêmes. Et vous savez, l'envoyé de Trump en Syrie, Tom Barak, le gouvernement de Netanyahou le considère pratiquement comme un ennemi. Ils perçoivent donc une menace de ce côté-là. Je pense qu'il est extrêmement difficile de juger d'après ce que nous entendons en public, car c'est toujours destiné à la consommation publique. Mais je crois que ce qui se passe en coulisses est probablement beaucoup plus constructif, beaucoup plus orienté vers une relation positive entre les États-Unis et l'Iran et une détérioration de la relation entre les États-Unis et Israël. Mais ils ne peuvent pas l'annoncer. Vous savez, ils ne peuvent pas faire une déclaration publique en disant « Oh oui, nous allons être amis avec les Iraniens et peu importe les Israéliens, nous ne leur accordons plus d'importance. » Parce que ce n'est pas seulement une question d'Iran, Alex. Tu sais bien, Israël se rapproche de Chypre et de la Grèce pour former une nouvelle alliance, une sorte de partenariat contre la Turquie. Parce que la Turquie va devenir leur pire ennemi, comme ils en parlent dans leurs médias. Et les États-Unis ont un choix à faire. Veulent-ils vraiment affronter tous ces pays du Moyen-Orient pour soutenir Israël? Ou veulent-ils, d'une manière ou d'une autre, convaincre ou faire comprendre à Israël qu'on ne peut pas se battre contre tout le monde dans cette région? Ce ne sont pas de petits pays, pas de petites îles qu'on peut simplement vaincre. Le résultat de la guerre de 12 jours montre à quel point la situation était grave pour le camp israélien. Exactement. Donc la raison pour laquelle, eh bien, vous savez, en 2012, l'ensemble de la communauté du renseignement américain, les 16 agences, a produit une analyse de la relation entre les États-Unis et Israël. Et toutes sont parvenues à la conclusion que les intérêts de l'État d'Israël sont en réalité contraires à ceux des États-Unis dans la région. Sauf qu'il existe, vous savez, une sorte de virus mental qui a fait des États-Unis un soutien presque servile de l'État d'Israël, pour des raisons morales, religieuses, je ne sais pas trop lesquelles. D'une manière ou d'une autre, il doit y avoir cette profonde dévotion sentimentale envers l'État d'Israël, quel qu'en soit le prix. Mais si l'on fait une analyse à froid, Israël ne représente que des inconvénients pour les États-Unis. Il y a le risque d'une guerre potentielle contre la Turquie, qui est, du moins sur le papier, un allié des États-Unis. Une guerre en Syrie, une guerre potentielle contre le Yémen, ce qu'ils ont déjà tenté, sans succès.
une guerre potentielle contre l'Iran, une guerre potentielle contre le Pakistan, une rupture avec l'Arabie saoudite. Il y a donc énormément d'inconvénients si les États-Unis soutiennent toujours, sans condition, tout ce qu'Israël décide de faire, car Israël est là pour entrer en guerre avec tout le monde. C'est pour cela qu'Israël a été créé par l'Empire britannique. Et vous savez, il a été créé en 1948, d'accord? By the British Empire, and it was created in 1948, okay, but there was a Balfour Declaration which was. Mais vous savez, il y a eu la déclaration Balfour en 1917 et l'accord Sykes-Picot qui a été formulé en 1916. Et puis les préparatifs pour l'État d'Israël, si l'on remonte dans le temps, vont, je crois, jusqu'aux années 1870. C'était un projet de l'Empire britannique. Ils en ont été les principaux bénéficiaires et leur objectif était de sécuriser la région ainsi que ses ressources pétrolières et énergétiques. C'est pourquoi nous voyons Israël entrer en guerre contre tout le monde, pour maintenir toutes les nations, tous les gouvernements de la région, déstabilisés et affaiblis. Et si un gouvernement émerge, prêt et capable de dire non à l'Empire et de dire « Nos ressources pétrolières nous appartiennent, et si vous les voulez, vous devez nous les acheter au prix que nous fixons », alors cela devient un problème pour l'Empire. Eh bien, dans ce cas, il faut changer ce régime. Et en ce moment, il s'agit de l'Iran. Mais vous savez, chaque régime est une cible. Et c'est pour cette raison qu'Israël a été créé. L'Empire britannique ne s'est jamais soucié du peuple juif, pas plus qu'il ne se soucie du peuple iranien, du peuple arménien ou de tout autre peuple. Il les considère tous comme des pions utiles, de la chair à canon. Et c'est pour cela qu'ils ont créé l'État d'Israël. Je pense donc que les États-Unis, qui ont également été en grande partie au service des intérêts de l'Empire britannique, en sont venus à la conclusion que les intérêts de l'État d'Israël ne sont pas les mêmes que ceux des États-Unis. Ainsi, sous les Clinton, les Obama, les Bush, tous, cela a été essentiellement ignoré au détriment des États-Unis. C'est pour cette raison que le peuple américain a élu Donald Trump, parce qu'il voulait rompre avec ses anciennes politiques. Vous savez, les États-Unis entretiennent cette immense machine militaire, mènent toutes ces guerres, gèrent des centaines de bases militaires à travers le monde, 6 groupes aéronavals déployés partout. Et ensuite, les gens se demandent, excusez-moi, pourquoi faisons-nous cela? En quoi cela nous profite-t-il? Cela profite à Wall Street, cela profite au complexe militaro-industriel, mais cela ne profite pas aux États-Unis. Et je pense que le peuple américain en a eu assez. Et c'est pour cette raison qu'ils ont amené Donald Trump à la Maison-Blanche. Je pense que c'est la force politique qui pousse Trump à rompre toutes ses relations et à chercher une nouvelle approche. Son administration a été explicite, affirmant que l'ordre mondial d'après la Seconde Guerre mondiale est obsolète, qu'il a été instrumentalisé contre nous et que les intégrations multipolaires représentent l'avenir. Si cette position est sincère, et je le crois, alors, bien sûr, on commence à établir des relations avec la Russie, la Chine, l'Iran et d'autres nations à leur tour. Je pense que c'est ce que nous voyons se produire. Ce n'est pas évident, mais n'oublions pas que Trump est à la Maison-Blanche depuis un peu moins d'1 an. Mais en 1 an, les changements que nous observons sont tout à fait spectaculaires. Alex, just to wrap up this session, we have BRICS. Alex, juste pour conclure cette session, nous avons appris que les marines des BRICS prévoient de tenir des exercices conjoints en Afrique du Sud en janvier 2026. Quel est le plan du côté des BRICS? Nous avions l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, mais en ce moment, les BRICS semblent se rapprocher quelque peu de l'OCS. Penses-tu qu'il existe une forme d'entente au sein des BRICS pour se rapprocher et élaborer un nouveau plan de sécurité de leur côté?
Je le crois, Nima, parce que l'OCS se concentre sur le continent eurasien. Mais les vulnérabilités, disons que nous avons un affrontement entre deux systèmes de gouvernement. L'ordre international fondé sur des règles, qui est en réalité une réincarnation de l'Empire britannique, et puis le reste du monde. Des nations qui veulent être souveraines, commercer selon leurs propres conditions, développer leurs économies et leurs sociétés selon leurs propres conditions. Et pourtant, on ne leur permet pas. Ainsi, les vulnérabilités existent en Amérique du Sud, elles existent en Afrique. Il faut donner à des pays comme le Burkina Faso, le Tchad, le Soudan, le Niger et d'autres le soutien dont ils ont besoin. Il faut une sorte d'architecture de sécurité collective pour, disons, combler ces vulnérabilités. Parce que nous avons connu une vague de décolonisation en Afrique au cours des 10 dernières années. Eh bien, cela peut facilement être renversé si, je ne sais pas, des mercenaires français, belges, britanniques ou américains, des organisations terroristes ou des forces spéciales assassinent les dirigeants de ces pays. Ainsi, vous restez toujours vulnérable face aux forces terroristes, aux forces spéciales, aux mouvements séparatistes, et ainsi de suite, qui sont alimentés par les intérêts occidentaux. Et ce que l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, a commencé à construire sur le continent eurasien, il faut qu'une architecture de sécurité similaire soit également disponible pour les nations africaines, sud-américaines et d'autres à travers le Sud global. Cela a donc du sens. Non pas parce qu'il existe nécessairement une cause commune entre eux, mais parce que la cause commune est la résistance à l'ordre mondial fondé sur des règles qui cherchent à imposer une sorte de développement monoculturel. Il faut commercer comme nous le disons, produire ce que nous disons, ne pas produire ce que nous disons que vous ne devez pas, accepter ces devises comme moyen de paiement. Voilà les conditions des échanges. Vous devez organiser des défilés pour les droits LGBT chaque année ou tous les 6 mois. Vous devez modifier votre système éducatif, changer votre système de santé. Nous devons vacciner votre population et ainsi de suite. Et vous devez croire à la religion du climat, couvrir vos terres de panneaux solaires et d'éoliennes, et acheter la technologie que nous voulons. Vous savez, c'est l'approche. Et aujourd'hui, de nombreux pays disent « Nous ne voulons pas de cela. Nous n'en voulons pas du tout. » Mais nous devons être capables de nous défendre contre ce système envahissant. Je pense donc que c'est la réponse à votre question, et cela a du sens en soi. Ce n'est pas seulement le souhait des dirigeants du mouvement des BRICS, comme la Russie, la Chine et l'Inde, de résister à l'empire mondial, mais aussi celui des nations du Sud global qui veulent résister à l'emprise de l'ordre mondial. Je pense donc que ça vient des deux côtés. Merci beaucoup, Alex, d'être avec nous aujourd'hui. Grand plaisir. Plaisir, Nima. Merci pour l'invitation. Encore une fois, bonne année à vous et à votre famille. Bonne année à vous et à l'Iran, et à la prochaine. À bientôt. Prenez soin de vous. Take care.